Une autre question? Alors moi j'en ai une. Donc, bonsoir à tous. Je suis Leslie. J'avais une question en fait parce que on s'est beaucoup focalisé sur aujourd'hui. Donc effectivement, toute cette digitalisation, la transformation numérique, et on travaille sur la qualité du service, que ce soit aux clients ou aux usagers en fonction du positionnement de l'organisation. On travaille sur l'efficacité, sur la productivité, sur la gestion des risques, tout l'aspect conformité. En gros, ce qu'on a un petit peu évoqué sur le pilot process. Et je voulais poser une question soit provocatrice, soit un peu naïve, je ne sais pas encore dans quelle catégorie je vais la mettre, à long terme, c'est-à-dire à 30 ou 40 ans. Parce que moi, je me sens un peu dépassée par plein de choses. La dématérialisation, la réalité virtuelle, les imprimantes 3D, les compétences des gens aussi. Moi, j'ai des amis qui ont, en termes numériques, les mêmes compétences de ce que j'apprenais au début de mes études en informatique. Moi, tous développeurs de ses propres outils, demain, j'y crois assez. En termes de mode de consommation aussi, le leasing pour les produits, le SaaS, l'ubérisation. Finalement, on vend de plus en plus de services autour d'un produit que de produits lui-même directement. Et donc, à 30 ou 40 ans, au niveau de la digitalisation, nos processus métiers, nos chaînes de valeur, est-ce qu'il y aura plus de papier? Est-ce qu'il y aura plus d'humains? Et est-ce qu'il y aura peut-être même plus de produits du tout et qu'on sera uniquement sur quelque chose de service? Alors, je vois très très loin, on n'est pas du tout sur du constat aujourd'hui, mais vous avez beaucoup parlé de l'évolution depuis quelques décennies. Si on en rajoute quelques-unes, où est-ce qu'on va arriver? Oula, vaste question. Pas naïf du tout. On ne peut pas répondre à cette question. Et je reprendrai l'anecdote que j'ai évoquée tout à l'heure sur la Lune. En 1969, on est sur la Lune. 40 ou 50 ans après, on essaye d'y retourner et c'est pas fait, quoi. En 1969, on pensait que 10 ans après, on serait sur Mars. Donc c'est assez difficile de tirer de ce qui se passe aujourd'hui une trajectoire pour le futur. Je ne sais pas si c'est intéressant d'ailleurs de voir à 30 ou 40 ans. Je pense que notre rôle, c'est d'essayer de voir à 5 ans, à 10 ans. Parce que ça, c'est ce qu'on va devoir faire avec les moyens qui nous sont aujourd'hui alloués. Aujourd'hui, on est sur des approches, on va dire, pluriannuelles, sur des échéances à 5, voire un peu plus sur des gros projets. Donc là... Non, je n'ai pas de vision de ce que ça sera dans 30 ou 40 ans. Ça sera bien différent de ce qu'on imagine en tout cas. Je m'inscris assez bien dans ce que vient de dire Yves Condomine, mais pas seulement pour l'avenir. C'est-à-dire si on fait un coup de rétroviseur, parce que c'est pas mal le rétroviseur pour essayer d'imaginer si l'avenir, pour robustifier un petit peu l'image qu'on a de l'avenir. L'informatique que je faisais en 76 n'a rien à voir avec l'informatique que je faisais en 84. 76, c'est des grands systèmes. 84, c'est le premier projet que je développais sur un PC, qui était aussi antique que celui dont vous avez parlé tout à l'heure. Et encore moins que les programmes SAP qu'on a mis en place chez Renault en 2000 dans mes équipes, et encore moins de ce qui se passe aujourd'hui avec le développement agile, le fait qu'on veut avoir des résultats du test and try, du test and learn, etc. Donc je veux dire que même dans une même discipline, les choses ont beaucoup évolué. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, premièrement, il faut dans sa tête être prêt à se dire je vais changer plusieurs fois. Je vais changer plusieurs fois. Alors, il y a des choses qui, elles, ne vont pas changer. Et donc, par conséquent, je pense qu'investir sur certaines compétences, ça fait du bien. Exemple, les compétences molles, ce que moi j'appelle la capacité d'analyse et de synthèse, la communication écrite et orale, le travail d'équipe. Moi je pense que ce sont des choses qui sont essentielles et qui sont toujours utiles pour pouvoir shifter d'un modèle à l'autre. Je me suis occupé d'audit interne à 54 ans, donc j'ai changé de métier à 54 ans. Et je me suis occupé de risque et puis maintenant d'organisation et de conseil à l'âge de 59 ans. Donc on est capable de changer, y compris quand on est ce que vous devez imaginer être un vieux machin. Donc moi je pense que réellement c'est très important de se mettre dans la tête que vous ferez plusieurs métiers. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ma saillie sur les gens qui poussent à la rigidité de la société française. Sur le point numéro 2, on a flirté avec deux mots,
La gestion des risques, que Jean-François a cité à plusieurs reprises, je ne peux pas ne pas en parler quand même, hein, compte tenu de mes fonctions. Et Éric Disson a parlé de contrôle interne. Moi, j'aimerais beaucoup vous entraîner à dire que dans les métiers qui ont de l'avenir, il y a d'abord l'approche par les risques et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire effectivement les processus de contrôle, les processus de conformité, etc. C'est quelque chose qui nous arrive parce que notre société cherche à se protéger, parce que nous avons des réglementations qui nous viennent d'outre-Atlantique, mais aussi de France, hein, avec l'internationalisation, j'allais dire, le fait que les réglementations américaines s'imposent souvent à nous alors qu'elles ne devraient pas, mais c'est comme ça. Encore une fois, je ne cherche pas à dire ce qu'il faudrait, mais je constate ce qui se passe. Et donc, par conséquent, je pense qu'on a tous besoin à un moment donné d'avoir un bon passage par l'approche par les risques qui permettent effectivement de comprendre finalement que ce qu'on croit être le scénario de base risque de ne pas se faire exactement comme on pouvait l'imaginer. Donc il peut y avoir du what if, il peut y avoir des événements imprévus qui arrivent et dont la survenance et les impacts font qu'on n'atteint pas exactement les objectifs comme on les avait imaginés. Le contrôle interne, c'est la même chose, mais sur les processus. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas les métiers que je représente, puisque j'ai présidé l'IFACI et que je vice-préside l'association européenne, c'est quand même des endroits, des lieux de passage. Moi, je pense que dans la vie d'un être humain, il faut absolument qu'à un moment donné, il passe par du risque, de l'audit ou du contrôle interne. C'est essentiel pour qu'il comprenne ce qui se passe autour de lui. Enfin, je voudrais juste terminer sur un point. Vous avez parlé de produits et de services. C'est vrai que la question se pose sur est-ce que vous voulez vendre le photocopieur ou bien l'encre qui va dans le photocopieur. Alors, on peut dire je veux plutôt l'encre que le photocopieur. Parce que l'encre, c'est récurrent, le photocopieur, maintenant, il ne vaut plus rien. Vous avez des imprimantes sophistiquées qui font multifonction, etc., à 200 balles. En fait, c'est pas mal d'être dans les deux, parce que ça permet d'avoir une légitimité sur le deuxième. Mais effectivement, celui qui fait le photocopieur ne peut pas s'en contenter. Et quant à la concurrence qui nous atteint de partout, hein, pas seulement dans les universités, je crois que c'est un puissant stimulant pour pouvoir s'améliorer. Je veux dire que le fait que vous soyez effectivement en pleine concurrence, c'est génial. Je vais aussi reparler de moi, jeune, moi je suis d'origine libanaise, donc jeune pour moi, le nirvana, c'était de faire une école d'ingénieur en France. Aujourd'hui, un jeune Libanais qui n'est pas moins francophile que je ne l'étais, son nirvana, c'est d'aller aux États-Unis. Parce que vous parlez tout à l'heure de comment faire pour attirer les anglo-saxons. C'est pas seulement comment faire pour attirer les anglo-saxons, c'est comment faire pour avoir une offre d'excellence qui fait que ça attire, y compris les francophones d'ailleurs. Donc moi je pense que la concurrence est là, elle nous atteint, qui fait qu'il n'y a plus, bon, à part pour l'instant effectivement la sécurité de l'emploi dans la fonction publique, mais il n'y a plus nulle part d'endroit qui soit complètement à l'abri de la concurrence. Donc on peut s'en plaindre, mais aussi on peut essayer de l'utiliser pour pouvoir effectivement partir sur une approche dynamique, motivante, et qui finalement est marquée par les mêmes caractéristiques culturelles que le numérique, qui est l'agilité. Très bien. Alors moi, je vais essayer de répondre à la question. Je vais la prendre par la fin, parce que ça me paraît un peu plus facile. Sur la fin, c'était y aura-t-il encore besoin moi, j'ai compris en gros de choses physiques. Oui. Hein, l'homme est un animal. J'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit l'homme est un animal analogique qui vit de plus en plus dans un monde digital. J'ai trouvé la formule intéressante. Je pense que je n'ai pas encore tout compris, mais je commence à percevoir certains aspects. Donc on aura toujours besoin de relations humaines, on aura toujours besoin de tables et de lits. Après, oui, et d'amour. Mais après, bon, dans la façon dont on va vivre dans 40 ans, franchement, je n'en sais rien. J'étais en train de préparer la présentation de l'événement client la semaine dernière et je me disais, ah, mais c'est marrant en fait. Mais depuis quand j'ai un smartphone ? J'avais l'impression que ça faisait très longtemps. Puis en fait, je me dis, ah bah non, c'est pas si vieux que ça en fait. C'était il y a 6-7 ans. C'est quand même pas énorme, 6-7 ans. Je pense que vous n'avez pas eu un smartphone avant. Vous voyez ? Donc en fait, le temps s'accélère quand même. Hein. Donc pour prédire ce que va être le monde dans 30 ans, personne n'osera le dire. Par contre, il y a des choses qui sont immuables. Voilà.
Et comme il y a des choses qui sont immuables, je pense quand même qu'il y a une dimension qu'on ne traite pas du tout ici, parce qu'il n'y a pas de sociologue, etc. C'est la dimension humaine dans le digital. Nous, on la voit à travers la transformation, les skills, les compétences, aider les gens à se projeter. Mais en gros, il y a aussi un modèle de société, sans doute, quelque part, qu'il faudrait arriver à traiter, à imaginer, parce que ça change beaucoup de choses. C'est aussi, par exemple, le nombre d'entreprises. Quand on regarde les entreprises digitales, il n'y en a pas 50 qui font la même chose. Aujourd'hui, on cherche un moteur de recherche. Vous en connaissez combien, vous, des moteurs de recherche? Pour moi, il n'y en a plus qu'un. Hein. Bon, allez, peut-être... Il y a Quant. Ah. Voilà, on va en citer, allez, 2, 3, 4, et puis bon, pour le commun des mortels, il y en a un ou deux. Hein. Enfin, oui, il y en a un ou deux. Voilà. Et en marketing digital, par exemple, malheureusement, l'offre est... Donc c'est quand même une forme de concentration. Donc oui, de la concurrence, mais aussi beaucoup de concentration. On a une entreprise, bon, on peut la citer, hein, de toute façon tout le monde l'utilise plus ou moins. Google est en train de beaucoup réfléchir pour tous aux réponses qu'il aimerait bien apporter et qu'il aimerait bien donner par rapport à cette question. Je voudrais quand même donner un avis et reboucler aussi un peu sur l'enseignement par rapport à ce qu'on peut apporter aux personnes pour se préparer. Premièrement, je pense aussi comme M. Condemines, on peut parler d'une vision plus ou moins chaotique à 30 ou 40 ans. On sait qu'il y a des choses qui vont arriver. D'ailleurs, il y a des choses qui sont en R&D et qui vont avoir un effet de levier immense technologique, dont on ne connaît encore pas tout à fait d'ailleurs quels vont être les effets. Je veux parler par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, aller voir un peu ce que va donner l'informatique quantique. Là, on est vraiment en train d'expérimenter les ordinateurs quantiques et vraiment, là, ça va être une révolution technologique qui va apporter une puissance et une façon de faire du digital complètement différente et à un niveau que même par rapport à l'informatisation actuelle, on ne peut pas calculer. Et pour en revenir à comment on peut préparer un peu les gens, et on en revient aussi par rapport aux freins potentiellement de l'enseignement aussi. On dit de façon tout à fait classique que l'enseignement, c'est donner des connaissances, donner des compétences, du savoir-faire et du savoir-être. Eh bien, en fait, l'ancien modèle qui doit encore exister et que l'on doit conserver est basé sur les connaissances. Le prof a des connaissances, et surtout à l'université, et il essaye de les propager. Après, vous avez le modèle un petit peu plus récent, notamment à l'université, c'est j'essaye de faire passer des compétences. Il y a déjà des universitaires qui trouvent ça suspect, hein, parce que ça c'est pour l'employabilité, des gros mots de ce genre. Voilà, hein, ça commence déjà à sentir un peu le soufre pour certains. Et ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Il faut de plus en plus préparer les gens également à du savoir-être, c'est-à-dire à des capacités d'analyse, des capacités de se remettre en question, des capacités d'autonomie. Et il faut vraiment, là je crois, mettre le paquet là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument plus sortir des robots, des gens qui... voilà, c'était ma réponse. Il y a encore donc revenir à l'humain, véritablement.